Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI 1 et voici les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans la nuit de dimanche à ce lundi à 0h35 après avoir pris part à Riyad en Arabie Saoudite au sommet islamique arabo-américain sur la sécurité internationale et le terrorisme. Et quelle réponse africaine au phénomène de l'immigration clandestine? C'est le thème de la deuxième édition du Forum de la diaspora ivoirienne qui a ouvert ses portes ce lundi ici à Abidjan en présence du chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Ce lundi 22 mai, c'est la journée internationale de la biodiversité ou de la diversité biologique. Le thème, biodiversité et tourisme durable. La Côte d'Ivoire célèbre cette journée. Le message du gouvernement dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans la nuit de dimanche à ce lundi à 0h35 après avoir pris part à Riyad en Arabie Saoudite au sommet islamique arabo-américain sur la sécurité internationale et le terrorisme. Il a été accueilli par le Premier ministre et des membres du gouvernement. Le président ivoirien a assisté à ce sommet aux côtés de plusieurs de ses pairs, dont le président américain Donald Trump. Le président Alassane Ouattara s'est dit déterminé, tout comme la quarantaine de chefs d'État présents, à mener la lutte contre le terrorisme à travers la coalition internationale. Habiba Dambélé Saoué, notre envoyé spécial en Arabie Saoudite. Le président Alassane Ouattara était parmi les chefs d'État invités par Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud au sommet islamique arabo-américain qui s'est ouvert ce dimanche après-midi à Riyad. Une réunion multilatérale entre les monarchies du Golfe sous le leadership du Royaume d'Arabie Saoudite et les pays du monde arabe élargi aux pays musulmans, notamment les 34 pays membres de la coalition internationale contre le terrorisme, dont la Côte d'Ivoire fait partie, et les États-Unis. Il s'est agi de réfléchir aux stratégies communes de lutte contre la menace terroriste et l'extrémisme dans le monde, ainsi que de faire la promotion des valeurs de tolérance. Sa Majesté le roi Salman d'Arabie Saoudite s'est dit déterminé à éliminer le groupe État islamique et ses alliés que sont des groupes djihadistes comme Al-Qaïda. Le président américain Donald Trump, dont c'était la première sortie à l'international, a estimé que la lutte contre le terrorisme n'est pas une bataille entre les religions, encore moins entre les civilisations, mais une bataille entre le bien et le mal. Donald Trump a martelé devant une cinquantaine de dirigeants que si nous ne réagissons pas, nous serons jugés par Dieu lui-même. Il a ensuite annoncé la création d'un centre de contrôle du financement du terrorisme en Arabie Saoudite sous la houlette des États-Unis. Le président Alassane Ouattara a apporté sa contribution aux recherches de solutions et a pu partager son expérience réussie à la présidence de la CEDEAO lors de la crise malienne. Il a par ailleurs affirmé sa responsabilité de pays hôte de la réunion annuelle de l'organe le plus important de l'Organisation de la coopération islamique, à savoir le Conseil des ministres des Affaires étrangères, dont la 44e session est prévue les 10 et 11 juillet 2017 à Abidjan. Habiba Dambélé Saoué, quelles réponses africaines au phénomène de l'immigration clandestine? C'est le thème de la deuxième édition du Forum de la diaspora ivoirienne qui a ouvert ses portes ce lundi ici à Abidjan en présence du chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Le reportage d'Alexis Ouedraogo dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose à présent. L'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée a réussi à interpeller un présumé trafiquant de drogue qui s'adonnerait à un trafic transnational de cocaïne et de méthamphétamine. Plus de détails avec Abou Sanogo. C'est une nouvelle variété de drogue dont la vente est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la méthamphétamine et de l'amphétamine. Et cette drogue appelée drogue de synthèse cause beaucoup de désagréments chez ses consommateurs. À long terme, nous constatons chez les consommateurs de cette drogue-là des lésions ou des destructions sévères de la cavité buccale. Nous constatons une hallucination.
des consommateurs, la paranoïa et des délires. Nous constatons aussi des comportements violents et certains sont sujets à des dépressions. Et enfin, les consommateurs se retrouvent avec des troubles de sommeil et de la circulation sanguine. Les femmes qui consomment cette drogue-là, on constate chez elles un dérèglement du cycle menstruel. La cible des trafiquants de drogue, la jeunesse scolaire. On retrouve aujourd'hui cette drogue-là dans les fumoirs. On les retrouve aux abords des universités. On retrouve cette drogue aux abords des grandes écoles, des lycées et collèges. C'est-à-dire que notre jeunesse, aujourd'hui, est en train d'être détruite par cette drogue. Cette importante quantité de drogue aurait été saisie dans la commune de Port-Boué, au domicile d'un individu qui s'adonnerait au trafic transnational de cocaïne et de méthamphétamine par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Nous sommes déterminés à mettre fin à leur trafic pour débarrasser la Côte d'Ivoire de ce type de drogue. Selon un rapport de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue paru en 2013, l'Afrique de l'Ouest est présentée comme la plaque tournante de trafic de drogue. 50 tonnes de cocaïne ont transité par l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, en plus d'être une zone de transit, est devenue une zone de consommation. À Boussanogo, les douanes ivoiriennes sont plus que jamais engagées dans la lutte contre la fraude, notamment la fuite des matières premières. Elles viennent de mettre la main sur 78 tonnes de cacao. Cette quantité était en route pour le Ghana. Adama Kodé. Dès sa prise de fonction le 12 mai 2017, il donne le ton. Nous allons continuer à mettre en œuvre les différentes dispositions que nous avons prises pour lutter contre la fraude. Vous savez, la pierre angulaire du métier du douanier, c'est la lutte, perpétuelle lutte contre la fraude. Moins d'une semaine après, la brigade spéciale des douanes ivoiriennes réalise une grosse saisie. 78 tonnes de cacao transportées dans 3 camions en partance pour le Ghana, stoppées net dans le département d'Abengourou. Valeur taxable, environ 140 millions de francs CFA. La brigade spéciale affiche sa fermeté. Le cacao, pour la sortie, c'est par le port, ce n'est pas par les voies terrestres. Donc ce fléau-là, nous allons freiner ça immédiatement. Il y a 2 ports de sortie du cacao et du café. C'est par le port de San Pedro et celui d'Abidjan. Après ça, tous ceux qui vont se donner à ce genre de trafic, aller sortir le cacao, vraiment, c'est un avertissement. Ils vont nous voir sur des pistes. Les sorties frauduleuses de matières premières constituent des cas de contrebande sanctionnés par le Code des douanes. Les auteurs encourent une peine de 2 à 10 ans d'emprisonnement, en plus de l'amende légale. Une centaine de tonnes de cacao est collectée à chaque campagne de commercialisation dans la localité de Djibrosso par des jeunes. La volonté des jeunes de se stabiliser à Djibrosso par cette action est confrontée à plusieurs difficultés. Soro Corona, Abdul Kader Segodogo Guédouma, RTI Boaké. Boaké Bamba est acheteur de cacao à Djibrosso depuis plus de 5 ans. Pour cette campagne intermédiaire au titre de l'année 2017, le négociant a déjà acheté 40 tonnes de fèves de cacao. On a eu 22 tonnes l'année passée. Cette année, on a eu 43 tonnes. Il y a effectivement des productions de cacao et des bières dans la zone actuellement. C'est quelque chose de visible. Djibrosso, localité située à l'extrême nord de la région de Ourodougou, voit pousser plusieurs plantations de cacao. On a vu les gens, ils sont en train de faire. Nous, on a dit que vraiment, on va essayer chez nous ici, parce qu'il y a des forêts ici. On a essayé. Le cacao peut reçu au nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Djibrosso. Le cacao n'est pas la seule spéculation cultivée à côté de l'anacarde et du coton. L'EVA a déjà fait son entrée à Djibrosso. Boaké Bamba saigne son champ depuis 2 ans. Quand il y a vu EVA à Daloa, j'ai pris un peu pour venir essayer. En dépit de la volonté des producteurs de Djibrosso de développer la culture du cacao et de l'EVA, il existe quelques difficultés. Si tu veux faire champ, là, il faut avoir le moyen. En tout cas, on n'a pas assez de moyens. Parce qu'actuellement, là, c'est les produits qu'on prend pour traiter maintenant. Balayer, là, vraiment, c'est beaucoup diminué. Oh, le produit, là aussi, c'est l'argent. C'est pour vendre, là, qui me fatigue un peu. Quoi. Ah, pourquoi? Il prend jusqu'à aller à Daloa. Bon, pour le moment, moi, je n'ai pas de code pour aller vendre pour moi. Quand il prend comme ça, il va à Daloa, il m'a donné à mon frère qui sont là-bas. Comme ils ont des codes là-bas.
ils vont aller vendre. Nous demandons beaucoup d'appui au niveau des secteurs plus spécialisés tels que le conseil du café cacao, parce que les champs ne sont pas faits selon les normes. Et donc là, je pense que ça joue beaucoup plus sur la productivité. Avec le soutien technique à des structures spécialisées du monde paysan, l'introduction du cacao et de l'EVA sera un atout pour le développement agricole de Djibrosso. Autre sujet dans cette édition, ce lundi 22 mai, c'est la journée internationale de la biodiversité ou de la diversité biologique. Le thème biodiversité et tourisme durable. La Côte d'Ivoire célèbre cette journée. David Soyo, Franck Wadio. La biodiversité englobe l'ensemble des espèces animales et végétales vivant sur terre et dans les eaux. Depuis le XXe siècle, cette richesse naturelle est de plus en plus menacée par les actions de l'homme sur son environnement. Il s'agit entre autres de l'exploitation forestière, l'industrialisation accélérée et l'agriculture intensive. Conséquence, la déforestation et la dégradation des sols. Pour réduire cette menace, une journée est instaurée tous les 22 mai. Occasion pour sensibiliser le grand public et apporter les réponses à ces questions liées à la biodiversité. Depuis la prise de conscience au début du siècle de la destruction de ce patrimoine vivant et de ses conséquences sur le bien-être des hommes, la communauté internationale se mobilise pour inverser la tendance à l'érosion de la biodiversité. Sa sauvegarde figure notamment au nombre des 17 objectifs de développement durable adoptés en 2015 par l'Organisation des Nations Unies. Biodiversité et tourisme durable, thème choisi cette année pour sensibiliser les Ivoiriens à la préservation de la biodiversité. Ce thème rappelle à chacun de nous, citoyens, entrepreneurs, privés, concepteurs des politiques publiques, écologistes et écologues, que la biodiversité est un maillon fort de l'économie touristique. J'invite donc chacun de nous à prendre toute sa part de responsabilité en vue de consolider l'avènement d'un tourisme ami de la biodiversité. Une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne du développement durable qui demande qu'aucune activité humaine ne soit menée au détriment de l'environnement. Un reportage d'Abou Sanogo, le bureau de coordination des programmes emploi en collaboration avec le secrétaire d'État à l'enseignement technique et à la formation professionnelle et l'expertise du cabinet français SFR organise un séminaire en vue de l'adoption d'un nouveau cadre réglementaire régissant l'apprentissage en Côte d'Ivoire. On en parle avec Justine Seydjike. Ils sont nombreux, âgés de moins 14 ans et sans diplôme. L'apprentissage, qui alterne formation théorique et pratique en milieu professionnel, est une opportunité pour eux d'avoir des métiers. Le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC, à travers le Bureau de coordination des programmes emploi, PCP Emploi, offre cette opportunité à 10 000 d'entre eux appelés à être formés durant 1 an. Mais pour la mise en œuvre de l'apprentissage, un nouveau cadre réglementaire s'impose. Toutes les parties prenantes et les acteurs de l'apprentissage s'activent donc pour l'adoption de ce nouveau cadre réglementaire, d'où la tenue de ce séminaire de 3 jours. Cet atelier nous a permis donc de valider et même de réécrire aussi bien la loi qui doit soutenir l'apprentissage, mais les projets de décrets et d'arrêtés qui doivent bien sûr mettre en application cette loi. Et cela a permis à tous les participants de l'ensemble des ministères impliqués dans l'apprentissage de se mettre d'accord sur qui doit faire quoi, sur qu'est-ce qu'on doit financer, qui doit financer, comment la taxe d'apprentissage doit être utilisée. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Touré, satisfait des résultats de ses travaux, se veut rassurant quant à la promulgation de ce nouveau cadre par un décret et à son adoption par l'Assemblée nationale dans un bref délai. La réforme de l'apprentissage, qui dure depuis 2 ans, se fait avec l'appui financier de la Banque mondiale et l'expertise d'un cabinet français.
3 villages de la sous-préfecture de Samatigila dans la région du Kabadougou viennent de bénéficier d'électricité. Cela permet à cette sous-préfecture d'être couverte à 100%, nous dit Kwasi Mamadou. L'attente aura duré 43 ans. 43 ans de rêve qui devient aujourd'hui une réalité pour ces populations des villages de Kenyakura, Tisserila et Kerebadougou. Des villages de la sous-préfecture de Samatigila dans la région du Kabadougou, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Avec la mise sous tension de ces 3 villages, la sous-préfecture de Samatigila enregistre un taux de couverture de 100% en électricité. Tous les villages couverts en électricité. D'autres défis se présentent également à cette sous-préfecture. Il s'agit de la fourniture en eau potable, la construction de centres de santé et d'écoles primaires. Cette politique de développement est en partie réalisée grâce au président de la République Alassane Ouattara. C'est pourquoi le maire de la ville de Samatigila traduit la reconnaissance de ses parents au chef de l'État. L'ancien Diaby invite la population au renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Il exhorte également ses parents à accompagner le chef de l'État par des prières afin de conduire la Côte d'Ivoire au développement. Représentant le ministre Adama Kone, parrain de la cérémonie, le préfet de Samatigila a félicité la population de 3 villages pour la cohésion qui règne entre elles. Patrice Gueux demande à sa population de s'investir pour le développement de la sous-préfecture de Samatigila, tout en invitant les cadres à l'union et à la solidarité. Avec leur inscription sur la carte des localités électrifiées, Kenyakura, Tisserila et Kerebadougou, c'est désormais le développement qui s'ouvre sur la région du Kabadougou. Parlons toujours de développement. Le directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, a offert ses tricycles à plusieurs associations de femmes du département de Sénématiali, toujours au nord de la Côte d'Ivoire. Objectif, aider les femmes de Sénématiali dans leurs différentes activités. Restons avec Kwasi Mamadou. 16 tricycles à plusieurs associations de femmes de Sénématiali, une localité de la région du Poro dans le nord de la Côte d'Ivoire. Des femmes qui œuvrent dans le domaine de l'agriculture. Ce dont est de Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République, Alassane Ouattara. Une action de solidarité qui vise à lutter contre la pauvreté dans ce département. Il est également question pour lui de contribuer à l'autonomisation de ces femmes dans leurs différentes activités. Ce geste est bien apprécié par les bénéficiaires. Les femmes du département de Sénématiali s'engagent à fournir plus d'efforts pour lutter contre la pauvreté et surtout à assurer la sécurité alimentaire dans toute la région du Poro. L'initiative de Fidel Sarasoro est saluée par les cadres du département de Sénématiali. Laurent Dona Fologo et Timoko Yade Koulibaly appellent les fils et filles de Sénématiali à l'union et à la solidarité afin de sortir la population de la pauvreté. Les doyens de Sénématiali exhortent l'ensemble des cadres à multiplier ce genre d'initiatives pour le bonheur des populations. Les populations de la ville d'Aboisseau, nous sommes au sud de la Côte d'Ivoire, ne veulent plus cohabiter avec les ordures et la broussaille. Elles s'engagent à se débarrasser de ces ordures à travers une opération de salubrité. Nous allons retrouver une fois de plus Kwasi Mamadou. Le maire de la ville d'Aboisseau, accompagné des autorités administratives, des chefs coutumiers, des leaders religieux, des jeunes et des femmes dans les rues de la commune. Ces populations de la ville d'Aboisseau nettoient les rues, curent les caniveaux pour assainir leur cadre de vie. Pour cette phase 1 de l'opération Grand Ménage à Aboisseau, ce sont les grandes artères qui sont prises en compte. Je dis aux populations que la propreté n'a pas de prix. Il faut être propre chez soi, il faut être propre autour de chez soi, être propre hors de sa résidence. Et c'est l'action que nous posons ici, permettre aux populations de désormais mettre cela dans leur habitude. Représentant le préfet des régions, le secrétaire général de la préfecture d'Aboisseau, lui-même acteur de cette campagne de salubrité, souhaite que cette opération se traduise également en actes dans tous les villages afin de permettre aux populations de vivre dans un cadre de vie sain et agréable. Vous voyez que l'autorité, le représentant du chef de l'État, se met à la tâche, se permet de nettoyer. Je crois que ça révèle que tout le monde doit faire. Tout le monde doit être propre. Chacun doit être propre et cela pousse toute la population à faire comme lui. Les chefs coutumiers, les leaders religieux, les jeunes, les femmes, bref, l'ensemble des populations s'engagent à accompagner l'opération initiée par le gouvernement et traduite en actes par la mairie d'Aboisseau. La propreté est la meilleure pharmacie de la santé. Quand on se lève le matin qu'on n'est pas propre, on se sent mal à l'aise. Donc une femme ou un homme qui se lève le matin et qui ne tient pas son environnement propre n'est pas en bonne santé. Donc c'est la sensibilisation que nous lançons au niveau de la jeunesse et dans nos différents quartiers.
La relève de cette opération Grand Ménage sera assurée par le comité de gestion des quartiers et des villages pour l'entretien de leurs défis. Parlons maintenant du divorce, qui est la rupture officielle des mariages civils liant précédemment deux personnes. Sur les milliers de mariages célébrés chaque année et sur le territoire national, nombreux sont les couples qui divorcent seulement après quelques années de vie conjugale. Sita Soro. Consentez-vous à prendre pour époux M. Yao Kwasi, ici présent. Oui! Cette phrase, vous l'avez sûrement entendue plus d'une fois. Mais cette phrase est aussi très vite remise en cause à chaque fois qu'un couple se sépare. Elle, nous allons l'appeler Blandine. Il y a 20 ans, Blandine s'unissait à un homme pour la vie. Après 15 ans de vie commune, Blandine est aujourd'hui divorcée. En 2010, j'ai eu une promotion et ce poste de responsabilité me demandait vraiment des heures supplémentaires. Et là, il était fréquent que je rentre aux environs de 22h, 23h parfois. Et là, je crois que mon époux n'a pas supporté. Et c'est cela qui a occasionné beaucoup de malentendus, beaucoup de disputes. Et arrivé à un certain moment, il a demandé de choisir entre mon foyer et mon travail. C'était un choix que je ne pouvais pas faire puisque ma vie professionnelle était liée à ma vie de foyer. Et s'il y avait un choix à faire, je crois que j'ai choisi de continuer dans ma vie professionnelle. Une situation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un soir à la descente, je me suis vue refuser l'accès à mon domicile conjugal. Et là, j'ai fait les démarches au niveau du tribunal pour qu'on puisse le convoquer, pour qu'il réponde de ses actes, pour justifier l'acte qu'il a posé. Et là, il n'a pas supporté. Le jour où le juge l'a convoqué pour aller répondre à cette convocation, il a demandé le divorce. Ce divorce lui laisse aujourd'hui un goût amer. En 2016, pour la seule mairie d'Adjamé, ce sont plus de 900 mariages qui ont été enregistrés. À Cocody, ce chiffre est 3 fois plus important. 2595 mariages ont été célébrés en 2015 avec une fréquence de 200 unions par mois. Pour 2016, 2828 célébrations. Un taux très élevé selon les autorités de ces différentes communes. Mais pourquoi? Nous recevons des candidats au mariage de plus en plus jeunes. Je vais parler de la tranche de 21 ans, de 21 à 25 ans surtout. Les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'ils voient autour d'eux, en tout cas, deviennent responsables très tôt. Donc, c'est par le mariage qu'ils expriment cette responsabilité-là. On peut dire qu'à Djamé, la moyenne d'âge varie de 22 à 33 ans. Comme pour dire que les jeunes se marient, aujourd'hui, nous avons 15 mariages. Sur les 15 mariages, il y a peut-être 3 qui ont plus de 40 ans. C'est pour dire que c'est des jeunes qui se marient. C'est cette même jeunesse qui est la plus concernée par les ruptures précoces. La majorité des divorces prononcés est demandée par des jeunes dont l'âge varie entre 25 et 35 ans. Les jeunes surtout, c'est de leur temps. Pour eux, le mariage, c'est passer à la mairie. Ils ne peuvent pas accepter de rester dans le concubinage, ça n'a aucun sens. Donc, du coup, c'est passer à la mairie. Donc, du coup, on passe à la mairie, quand ça ne va pas, on divorce. Par contre, si on était dans le concubinage, on sort, on prend ses affaires, on s'en va, personne ne ressentira cela. On découvre la personne sous un autre angle. Également, souvent même pour des insatisfactions sexuelles, même, on arrive, on vient devant le juge pour demander le divorce. Parce que c'est quand on a fini de se marier également qu'on se découvre. Et donc, on a beaucoup de jeunes comme ça. Dans la majeure partie des cas, la procédure de divorce est entamée par la femme. Les motifs de divorce diffèrent, allant d'une personne à une autre, d'une simple dispute à des motifs plus prononcés tels que l'infidélité et les abandons des foyers. Généralement, ces personnes, pour la plupart qui sont des femmes, viennent vers nous pour les motifs, je dirais, d'abandon de domicile conjugal, d'abandon de famille, c'est-à-dire l'époux ne participe plus ou pas suffisamment aux charges du ménage. Ces personnes-là viennent également pour les faits d'adultère. Quand ce sont les hommes qui viennent, c'est surtout pour les mauvais traitements. C'est-à-dire la femme ne s'occupe pas suffisamment d'eux, elle ne fait pas attention à eux et tout, et surtout aussi le manque d'enfants. À cet effet, le tribunal du Plateau comptait en 2016 730 décisions de divorce, selon que la décision soit par consentement mutuel ou par contentieux. Le divorce pour faute s'entend de la procédure contentieuse où c'est un seul des époux
qui décide que pour certaines raisons, il ne peut plus rester dans ce mariage. Donc, il saisit seul le juge pour demander le divorce. Et donc, pour ce genre de procédure, le divorce pour faute, on a 420 décisions qui ont été rendues l'année dernière. Et concernant le divorce par consentement mutuel, où les deux époux de concert, ensemble, à l'amiable, décident que ça ne va plus, on va s'asseoir, on va demander le divorce ensemble. Là, il y a eu 310 décisions. Toute procédure de divorce affecte moralement et peut être coûteuse. Une demande de divorce peut se faire en un temps record s'il y a consentement mutuel avec un coût compris entre 90 000 et 100 000 francs CFA. Par contre, elle peut durer jusqu'à 2 ans quand il y a contentieux et là, les frais peuvent s'élever jusqu'à 200 000 francs CFA. Le mariage ayant une dimension sacrée, dans la plupart des religions, la rupture de ce lien continue d'être une question morale et n'est ni encouragée par la Bible ni par le Coran. Les divorces en cascade ne sauraient décourager ces amoureux, comme pour donner l'exemple, viennent de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Peut-être avec la religion, certainement pas de divorce où le pourcentage est très peu élevé. L'Association des familles chrétiennes a organisé une semaine de la famille chrétienne autour du thème quelle pastorale pour la famille chrétienne dans le diocèse d'Abidjan. Davis Oyo, Abousadogo. La semaine de la famille chrétienne est célébrée par les chrétiens catholiques du diocèse d'Abidjan au centre Nazareth d'Aboboti, qui est à sa 13e édition. S'appuyant sur le thème « Quelle pastorale pour la famille chrétienne ?», le conférencier et le célébrant du jour ont invité les fidèles à cultiver la paix, l'union et surtout à faire de la famille chrétienne un exemple pour la société. Les compétences sont là. C'est de voir, de faire l'état des lieux, de voir quel est le problème que vivent les familles au niveau du diocèse d'Abidjan, les conforter dans leur position pour un perfectionnement. La Sainte Famille de Nazareth constitue pour nous un modèle, une boussole. Et nous savons que la Vierge Marie nous rappelle justement, et surtout à chaque membre qui compose la famille chrétienne, l'espérance et surtout l'obéissance à la parole de Dieu. Une semaine qui a tout son sens dans la vie du chrétien catholique. Il est important d'évangéliser les familles et que cette évangélisation passe par la compréhension des difficultés et, comme l'a dit l'abbé, des crises que vivent les familles. Les parents qui vivent en réalité les problèmes des familles sont ceux-là même qui peuvent apporter leur contribution pour aider les jeunes couples lorsqu'il y a des soucis au sein de leur famille. La semaine de la famille chrétienne a débuté le 30 avril dernier et a refermé ses portes le 7 mai. Cette semaine a été meublée par plusieurs activités, notamment la confession et le jeûne familial. En Libye, le chef du Haut Commissariat pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé dimanche à Tripoli à la libération des demandeurs d'asile et des réfugiés détenus dans les centres de rétention pour migrants dans ce pays. Toujours en Libye, les forces loyales Khalifa Haftar, chef autoproclamé de l'armée nationale libyenne, ont mené dans la nuit de samedi à dimanche des raids aériens contre des positions rivales dans le sud libyen en réponse à l'attaque meurtrière qui avait visé jeudi leur base dans la région. En France, la campagne officielle en vue des élections législatives a débuté ce lundi à minuit. Le président français Emmanuel Macron va tenter d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale le 18 juin prochain pour pouvoir mener la réforme de son programme. Pour le Premier ministre Édouard Philippe, il faut construire une majorité de progrès. Et nous allons terminer avec cette information. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été réélu à la tête du Parti de la Justice et Développement AKP après presque 3 ans d'absence grâce à l'entrée en vigueur d'une première mesure de la réforme constitutionnelle adoptée par le référendum du 16 avril dernier. Wilfred Manijivé. Entrée triomphale et applaudissements nourris pour Recep Tayyip Erdogan. L'homme vient d'être réélu à la tête de son parti, l'AKP, chef d'État en exercice et unique candidat à ce poste. Cette réélection, pour nombre d'observateurs, vient étouffer les rivalités au sein de l'AKP et renforcer le pouvoir du président turc. Élu à la présidence en 2014, Recep Tayyip Erdogan coupe les liens avec son parti. 3 ans plus tard,
il fait volte-face et est reconduit à son poste de président. Un autre moment de gloire pour celui qui a grandi dans les rues de Kassim Passa, au cœur du vieil Istanbul, et qui a sauvé in extremis son fauteuil présidentiel d'un coup d'État. Au cours de ce congrès du parti, retransmis en direct sur la chaîne nationale, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, ne manque pas de fermeté. Il annonce la prolongation de l'état d'urgence et son maintien jusqu'à ce que la paix totale soit revenue dans le pays. Allez, cette édition a été supervisée par Victorine Yao Yoboué. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.